Bon, merci à l'équipe de pneumologie, merci à Bertrand pour son invitation. Pas de conflit d'intérêt pour ce topo, c'est important parce que je vais faire la promotion des médicaments comme si j'en vendais. Je n'en vends pas. Alors, vous avez compris l'enjeu de cette soirée, invité par les pneumologues, un cardiologue quand même, c'est compliqué. Donc, j'ai pas voulu mettre personne dans l'embarras, j'ai essayé de faire quelque chose d'extrêmement simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, le fil directeur de ma présentation sera ce schéma tiré de Sciences Junior. J'ai représenté pour les besoins de ce topo le poumon par un terrain de foot. Vous vous rappelez tous vos cours d'anatomie, le poumon, un grand sac plein d'alvéoles, vous étalez toutes les petites alvéoles par terre et c'est grand comme un terrain de foot. Donc pour moi ce soir ça va s'arrêter là. Voilà le poumon. Je vais essayer de survoler un petit peu toutes les causes responsables de dyspnée en cardiologie et de vous faire 3 mots sur le diagnostic, 3 mots sur le traitement pour essayer de balayer un maximum et puis d'avoir les idées à peu près claires. Première cause de dyspnée chez le cardiologue, l'insuffisance cardiaque. Alors l'insuffisance cardiaque, c'est simple et c'est compliqué. C'est simple quand vous avez une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. La définition est simple. Fraction d'éjection moins de 35%, votre pompe ne fonctionne plus. Là, on est dans des cadres très durs, on a des études qui sont excellentes et on a un cadre de prise en charge qui est extrêmement clair. Là où c'est plus compliqué, c'est cette fameuse insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Définition, fraction d'éjection plus de 50%. Le cœur gauche pousse, mais malgré tout, on a des gens qui sont typiquement avec des tableaux d'insuffisance cardiaque, parfois gauche, parfois droit, parfois les deux. Et cette entité, elle est beaucoup plus difficile à appréhender, d'autant plus que les différentes études nous sont difficiles. On n'obtient pas de résultats avec nos médicaments. Donc, par analogie, on traite ces patients avec les médicaments du cœur gauche en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, mais ça marche assez mal parce qu'il y a d'autres pathologies associées, notamment souvent l'insuffisance rénale, une rigidité artérielle, un syndrome métabolique, qui brouillent un petit peu les cartes. Pour l'insuffisance cardiaque, dernière recommandation 2016. Donc pour le diagnostic, ce n'est pas compliqué. Les signes cliniques, un peu d'insuffisance cardiaque droite, le patient est essoufflé, et puis quand on pose le stéto, ça crépite. On fait une radio, le gros cœur, c'est mouillé. On fait une prise de sang, le BNP est élevé, chouette. Là, on l'envoie à l'échographie et par bonheur, on tombe sur une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Et puis, notre diagnostic est posé. Si c'est de la fraction d'éjection préservée, il faut des petits éléments d'échographie qui sont plus subtils, une dilatation de l'oreillette gauche, une petite HVG, un trouble de relaxation. Et là, on rentre dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans cette pathologie-là, je vais rester sur la fraction d'éjection altérée. Comment ça se traite? En 2016, triptyque de médicaments, toujours les bêta-bloquants à dose maximale tolérée, ensuite les IEC, et puis si le patient reste symptomatique, on ajoute le minéralocorticoïde, les deux classes que vous connaissez, spironolactone et éplérénone, excellents médicaments qui sont des diurétiques épargneurs de potassium. Il ne faut pas négliger ces médicaments parce que ce sont des médicaments qui sont très bénéfiques dans l'insuffisance cardiaque, mais également dans la HTA réfractaire, des médicaments qui parfois sauvent des situations et qui sont vraiment très intéressants. À côté de ça, on a les diurétiques. Donc le triptyque, c'est dose maximum tolérée. Le diurétique, en revanche, c'est vraiment le traitement du symptôme. Il ne sauve pas les gens. En revanche, il les améliore nettement. Et dès que le patient va mieux, dès qu'on arrive à incrémenter le triptyque par ailleurs, à ce moment-là, on peut baisser la dose de diurétique pour éviter les effets indésirables de ce médicament. Ensuite, votre patient reste symptomatique. On a une classe qui est bien rentrée là dans la pratique courante, c'est l'Entresto. Entresto, c'est l'association sacubitril/valsartan qu'on met maintenant en remplacement de l'IEC. Donc on a la première, le mécanisme du sacubitril, c'est un inhibiteur de néprilysine. L'inhibiteur de néprilysine permet d'économiser le GMP cyclique dans la cellule. Et le GMP cyclique, c'est la bonne à tout faire pour éviter l'insuffisance cardiaque, qui est natriurétique, qui inhibe le système rénine-angiotensine, qui évite la fibrose vasculaire, qui est vasodilatateur, vraiment la panacée pour nos patients insuffisants cardiaques. Donc ce médicament, il est rentré depuis 2014, étude Princeps, paradigme HF, qui a montré que si on remplace l'IEC par de l'Entresto à dose progressivement
majorée, eh bien, on a une amélioration de la morbimortalité. Toujours pareil dans les études cardiovasculaires. Est-ce qu'ils vont plus être hospitalisés, plus faire de décompensation cardiaque, et est-ce qu'ils vont mourir plus avec les médicaments? Des patients qui étaient parfaitement bien traités par ailleurs. On a même eu une deuxième étude qui a permis de montrer que ce médicament était safe déjà au cours de l'hospitalisation. Donc c'est un médicament qui a grosso modo un profil de sécurité des IEC, mais qui fait gagner une bonne amélioration en morbimortalité. Donc ça, c'est maintenant un médicament qui est rentré en pratique courante et qui est intéressant. Nouvelle molécule qui arrive chez les cardiologues, empruntée à nos amis diabétologues. Une molécule avec une physiopathologie très simple, il vous fait pisser le sucre. Et c'est un inhibiteur du SGLT2, c'est-à-dire qui dit au tube proximal, écoute, le sucre, tu ne le réabsorbes pas, tu l'envoies dans les urines. Et donc, comme toutes les études diabéto, on demande une étude de sécurité cardio. Est-ce que votre patient n'a pas posé de problème par rapport à ces traitements? Et on s'est rendu compte une bonne amélioration au niveau rénal et au niveau cardiaque. Alors là, il y a deux molécules là, qui sont sorties, la dapagliflozine et l'empagliflozine. Là, c'est empagliflozine, dernière étude, octobre 2020. Après, on a une méta-analyse aussi qui sort sur ces deux études, avec vraiment une focalisation et une amélioration de morbimortalité, hospitalisation et décès qui est de l'ordre de 20% chez les patients en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Donc, si vous voulez, on n'a pas vu ça depuis les IEC. Hein. Donc, ça fait 20 ans que sont sortis les IEC, un peu plus. Et là, on sort une molécule qui fait aussi bien que ces traitements-là à l'époque, avec un profil de tolérance qui est excellent. Donc, si je vous parle de cette molécule, c'est parce que vous allez en entendre beaucoup parler. Dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, parce que là, on a obtenu une AMM pour le Forxiga, la dapagliflozine, dans les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection altérée. Et demain, on aura probablement une AMM pour la protection rénale, parce que dans l'étude des insuffisants cardiaques, on a montré un retard d'apparition d'insuffisance rénale terminale chez plus de 50% des gens. Donc vraiment des médicaments, alors que la physiopathologie est extrêmement simple, un bénéfice qui est très important. Petite alerte dans le cadre de la tolérance, dans les études, il n'y avait pas d'alerte particulière. En revanche, dans le cadre du mécanisme d'action, c'est un médicament qui fait pisser le sucre. Donc on va se dire quand même, il faut faire attention aux acidocétoses diabétiques, parce que vous savez, le diabétique en acidocétose n'est pas capable d'utiliser son sucre, donc il l'envoie dans les urines. Et là, vous avez un médicament qui envoie en plus le sucre dans les urines, donc ça potentialise l'acidocétose. Donc chez les patients diabétiques insulino-requérants, on n'est pas dans le même cadre, il faut faire très attention. Je ne pense pas qu'il y ait d'AMM d'ailleurs chez l'insulino-requérant. Et puis chez les patients inobservants, il faut faire très attention. Et il y a eu pas mal de petits problèmes infectieux locaux. Vous avez plus de sucre dans les urines, donc plus d'infections potentielles. Et il y a eu une petite alarme sur quelques gangrènes de Fournier. Gangrènes de Fournier, c'est les cellulites pelviennes qui sont assez graves, notamment chez les diabétiques, parce qu'ils ont moins de ressenti par rapport à tout ça. Donc il faut faire très attention à l'hygiène. Vous avez beaucoup de sucre qui sort des urines. Bon, amélioration, hein, hazard ratio 0,75, 25% d'événements en moins sur cette étude Emporor. 25%, vous avez, sur tous les événements, vous avez 25% d'événements en moins, hospitalisation, mortalité. C'est colossal. J'ai dit que je n'avais pas de conflit d'intérêt, je sais que Véronique est là, je ne savais pas qu'elle faisait le médicament avant mardi, et donc je fais sa pub ce soir, mais c'est contre mon gré. Dans l'insuffisance cardiaque, on a une petite molécule qui a montré une petite amélioration. Là, c'est un analogue un activateur de myosine, c'est l'omecamtiv. Ce médicament, il a montré 8 petits % d'amélioration, mais on va peut-être en entendre parler chez les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection très altérée. Si vous avez 10, 15, 20% de fraction d'éjection, peut-être que d'activer la myosine, ça va permettre d'améliorer ces patients. On verra dans la suite. Autre cause de dyspnée pour le cardiologue, les fils électriques. Le problème de fils électriques, c'est que le cœur, il bat soit trop vite, soit trop lentement. Je fais simple, hein, je m'excuse auprès de ceux qui comprennent. Si le cœur bat trop lentement, première cause, la dissociation auriculo-ventriculaire, BAV du 3e degré,
Vous posez votre stéto, vous prenez le pouls de votre malade, il est à 40, vous lui faites un électro, vous avez les oreillettes, les ventricules qui sont complètement dissociés. Et puis là, on est clairement chez un patient qui est extrêmement fatigué, limité par la dyspnée, qui parfois, quand c'est paroxystique, fait des syncopes. Si vous avez un électro, vous tombez là-dessus, vous l'envoyez direct à l'hôpital, il n'y a qu'un seul traitement, c'est le pacemaker, c'est simple, ça résout le problème du patient. Le seul problème, c'est quand cette activité est paroxystique, c'est-à-dire que vous, quand vous le voyez, il ne se passe rien, il est à 80, tout va bien. Et parfois, ils peuvent déclencher des BAV une minute, parfois d'ailleurs, ils en meurent. C'est-à-dire que tout va bien, un jour ils font un BAV et puis ils font la syncope dont ils ne se réveillent pas. Ou bien parfois, ils sont pas bien pendant 1 heure et puis après, ça va mieux. Enfin, ça peut arriver en fait d'avoir des BAV comme ça qui reviennent en fonction. Donc dans les fils électriques, ça peut aller trop vite. Quand ça va trop vite, je vais vous parler du cas le plus fréquent, la fibrillation auriculaire, parce que j'ai des dernières recommandations. 2020, dernière recommandation de la fibrillation auriculaire. Donc je ne vais pas vous faire évidemment le topo des recommandations, je vais essayer de vous donner juste les éléments qui changent. Importance du dépistage, tout le monde peut faire un dépistage et même les sociétés savantes ont acté le fait que les objets connectés étaient intéressants dans le dépistage des arythmies. On peut faire le diagnostic au pouls quand on a un peu l'habitude, une fibrillation auriculaire, ça se dépiste vraiment au pouls. Pour confirmer le diagnostic, on fait 30 secondes de fibrillation sur un ECG de surface, c'est accessible partout. Et puis une fois qu'on est parti dans le diagnostic, on est parti sur les scores. Vous connaissez le score de Chasles-Vasque. La question c'est, est-ce que je dois anticoaguler mon patient au long cours? Alors les critères, je ne reviens pas dessus. Si votre score est supérieur à 2 pour les hommes, supérieur à 3 pour les femmes, l'anticoagulation est formelle. Ensuite, pour contrebalancer ça, vous faites le score hémorragique. Quel est le risque de mon patient pour une anticoagulation au long cours? Là, on utilise encore le score de Hasbled. En général, il y a des paramètres qui se recoupent un petit peu. Un score de Hasbled élevé ne contre-indique pas l'anticoagulation. Si votre patient a une indication formelle, il faut l'anticoaguler. En revanche, si son Hasbled est élevé, ça nécessite une surveillance rapprochée. Ces deux scores, en fait, permettent de prédire un risque annuel d'incident. Quel est le risque annuel d'AVC chez mon patient? Vous voyez que s'il a un TIAS de supérieur à 5, il a un risque annuel de plus de 5%. Et puis ensuite, vous calculez le risque lié au score de Hasbled et vous faites un score de bénéfice-risque. Mais dans le cadre des recommandations, si vous n'avez pas de contre-indication absolue et que votre score est supérieur à 2 chez l'homme, 3 chez la femme, il faut anticoaguler. Il faut anticoaguler, oui, mais comment? Et là, c'est publicité pour les anticoagulants oraux. Donc maintenant, plus de place pour les AVK, on arrête la Morora. Maintenant, ce sont les anticoagulants oraux dans la FA non valvulaire. Il n'y avait pas de place aux dernières recommandations pour les antiagrégants. Il n'y en a plus, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est anticoagulants oraux en première intention. Donc dabigatran, rivaroxaban, apixaban, vous avez les 3 molécules, vous mettez ce que vous voulez. Les 3 fonctionnent. Question contrôle de rythme ou de fréquence. Première question que je me pose, c'est est-ce que je dois anticoaguler le patient au long cours, oui ou non? Deuxième question que je me pose, c'est est-ce que je dois régulariser le patient, oui ou non? Alors, dans le cadre de ces recommandations, on prend bien l'avis du patient. Grosso modo, c'est lui qui va vous dire oui, il faut me régulariser ou pas dans son discours. C'est-à-dire que s'il a un certain âge, qu'il se sent parfaitement bien en fibrillation auriculaire, qu'il n'y a pas de limitation, vous pouvez dire ok, on se contente d'un contrôle de fréquence, on met des traitements freinateurs, un peu de bêta-bloquant, un peu de calcique freinateur, un peu de digoxine. La digoxine, c'est un peu le dernier bastion de la digoxine, la fibrillation auriculaire. À part ça, on n'en met plus jamais. Donc c'est intéressant dans le cadre de la freination. Soit votre patient, il n'est pas si vieux, il est très actif, mais surtout, quand il est en fibrillation auriculaire, il se sent moins bien. Alors là, vous n'hésitez pas, il faut vous donner les moyens de le régulariser pour voir justement si ça l'améliore dans l'autre sens. Pour le régulariser, on a plusieurs moyens. On a la régularisation par dose de charge médicamenteuse. On utilise pas mal la cordarone en première intention. Et puis, dans un deuxième temps, on essaie de switcher pour ne pas le maintenir au long cours. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas, on peut utiliser le choc électrique externe. Dans le cas d'une régularisation, il faut bien s'assurer que le patient soit anticoagulé par un AOD au moins 1 mois avant et en général au moins 1 mois après, même si son Chasles-Vasque est bas. Quand vous organisez une régularisation, il faut le faire encadré d'anticoagulants. Je ne vous ai pas parlé d'ablation parce que
L'ablation, c'est très bien également, mais c'est plus difficile pour nous ici. Puis ça rentre dans un peu de choses techniques. Je ne suis pas congrès de pneumologie. Restez simple, restez simple. Je ne vais pas vous parler de ça. On a des abacs très précis pour les patients qui sont en fibrillation auriculaire, qui ont besoin d'une anticoagulation au long cours et qui sont stentés avec des antiagrégants. Donc, on sait qu'on peut mettre une trithérapie, 2 antiagrégants et un anticoagulant le plus court possible. Ensuite, pendant 6 mois ou 1 an, en fonction de la situation, on fait association anticoagulant monothérapie. Et en général, après 1 an, on garde l'anticoagulation seule, sauf patients à très haut risque spécifiques. La dyspnée, ça peut être les artères coronaires. On peut avoir une dyspnée prédominante et pas de douleur et se faire un peu avoir dans ce contexte-là. Donc il faut penser à ça. Maladie coronaire chronique, dernière recommandation 2019. Je sais ce que vous vous dites. En cardio, vraiment, ça bosse quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que nous disent ces recommandations? Vous avez un doute sur une cardiopathie ischémique. Alors, il faut faire... est-ce que vous avez des douleurs de repos? Est-ce que vous êtes dans le cadre nosologique de langueur instable? Là, ça sort du cadre, c'est les patients hospitalisés, on est dans l'urgence, on est dans la rupture de plaque. Est-ce que vous avez un patient step 2 qui a de nombreuses comorbidités, qui est très altéré dans sa qualité de vie, et puis finalement, même si on lui explore ses coronaires et qu'on trouve des sténoses, on ne va pas le revasculariser, peut-être qu'il faut en rester là, traitement médical. Ensuite, vous lui faites un bilan standard, et puis vous lui trouvez une altération de fraction d'éjection, vous rentrez dans le cadre insuffisance cardiaque, recommandation précédente, ou bien votre cœur, il a un cœur normal, et là, vous avez besoin de savoir si oui ou non le problème est lié à ses artères coronaires. Quel examen réaliser? Votre patient est à très bas risque, c'est impossible que ce soit ça, vous ne faites rien. Si votre patient est à bas risque, mais que vous voulez éliminer la pathologie coronaire, l'examen des dernières recommandations, c'est le coroscanner. C'est un excellent examen dans la population à bas risque. Le problème du coroscanner, c'est qu'il n'est pas facile à avoir sur ce territoire. Le délai du coroscanner, c'est 6 semaines, 2 mois. Quand on veut éliminer une maladie coronaire, parfois c'est un peu long. Si vous avez un patient à haut risque, l'examen de choix, c'est l'échographie d'obutamine ou l'échographie d'effort. Et c'est préféré à l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, c'est facile, c'est pas cher, mais c'est un relativement mauvais examen. Si vous avez un patient qui se présente avec des douleurs thoraciques et que vous voyez que son épreuve d'effort était normale il y a 1 mois, vous ne regardez pas l'épreuve d'effort, il a des douleurs thoraciques. L'épreuve d'effort n'est pas un examen qui permet d'éliminer facilement la maladie coronaire et ce n'est pas non plus un examen qui permet de l'affirmer facilement. Donc on préfère maintenant les échographies d'effort, de stress. Dernière chose, si votre patient il vous dit à chaque fois que je fais 300 mètres en marchant vite, j'ai une douleur constrictive, ça me serre et ça m'irradie dans la mâchoire, ça m'irradie dans le bras gauche, vous ne lui faites pas d'épreuve d'effort, ni d'écho d'effort, ni rien du tout. Vous l'envoyez en choro. Ce n'est pas la peine de prendre des risques à faire des examens inutiles chez les patients. Il a une douleur typique pour un effort donné, il a un angor stable, c'est choro d'emblée. Alors, 3 petits mots sur cette recommandation de la maladie coronaire chronique. Écho de stress, épreuve d'effort, scanner coronaire, j'en ai parlé. Objectif, nouvel objectif du LDL, 0,55. The lower is better. Maintenant, plus on baisse le cholestérol, mieux on se porte. Et donc, maintenant, c'est pub pour les anticholestérols. Donc, il faut y aller. C'est anticholestérol de haute intensité. Il faut rajouter les éthymyl si besoin. Et puis, très vite, quand on aura les AMM, ce sera les inhibiteurs de PSK9. Il faut obtenir des LDL bas. Même chez le patient qui fait des récidives, ils ont pondu un LDL inférieur à 0,40 g par litre. On commence à être dans le... En fait, vous n'avez plus le droit d'avoir de cholestérol si vous avez des plaques dans les artères coronaires. Dans le cadre du traitement, vous vous souvenez, c'était bi-anti-agrégation pendant 1 an. Et on a des petits éléments d'études qui nous disent, attention, peut-être que chez les patients à haut risque, il faut aller plus loin que cette année de bi-anti-agrégation. Donc on a pour le tigagrelor l'étude Pegasus qui montrait qu'une petite dose de tigagrelor, c'était bénéfique au-delà de 1 an chez les patients à haut risque, qui avaient des maladies, des artères complexes, qui avaient des facteurs de risque qui n'étaient pas contrôlés. Et puis pareil pour le rivaroxaban, l'étude Compass qui a montré que l'association d'aspirine avec des petites doses de rivaroxaban au long cours après l'année de bi-anti-agrégation pouvait diminuer le nombre d'événements ischémiques.
avec une augmentation du nombre d'événements hémorragiques, mais qui ne contrebalançait pas la balance bénéfice-risque. Donc chez les patients à haut risque, on a tendance à implémenter un petit peu le traitement anti-agrégant. Les patients anticoagulés au long cours, je vous en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut arriver aussi en cardio pour expliquer un essoufflement? Une artère pulmonaire bouchée, le sang n'arrive pas jusqu'au terrain de foot. Encore des recommandations, je suis désolé. Alors, on a des recommandations avec des avancées dans l'algorithme diagnostic de l'embolie pulmonaire. Première chose, les dédimères. Vous savez que si vous avez... Non, pas première chose, les dédimères, je reviens. Première chose, les tests. On continue à utiliser les tests cliniques de probabilité. Est-ce que votre patient, en fonction de ses antécédents, est-ce qu'il vient d'avoir une chirurgie, est-ce qu'il a une fréquence cardiaque élevée? Je ne vous ai pas mis la série de tests, mais grosso modo, vous avez des scores, comme d'habitude. Est-ce qu'il est à bas risque, risque intermédiaire ou haut risque? S'il est à haut risque, pas besoin de faire des dédimères. Vous allez directement au scanner parce que vous risquez de tomber sur un faux négatif, faux positif. Donc, ce n'est pas la peine de prendre le risque. Il est à haut risque d'embolie pulmonaire, il sort d'une chirurgie, vous avez une dyspnée, une tachycardie, tous les signes qui vont bien. À ce moment-là, c'est scanner d'emblée. Si vous êtes à risque bas ou intermédiaire, vous pouvez passer par la case dédimère. Vous devez passer par la case dédimère. Petite nouveauté pour la case dédimère, c'est qu'on garde le cut-off de 500 jusqu'à 50 ans. Ensuite, on peut faire 10 fois l'âge. C'est-à-dire, vous avez 60 ans, le cut-off à 600, vous avez 80 ans, cut-off à 800. Ça permet de diminuer un petit peu le nombre de scanners et de dire, ma petite mamie, elle a 752 dédimères, mais vu son âge, ce n'est pas anormal. Et je peux raisonnablement éliminer une embolie pulmonaire, étant donné qu'elle est à bas ou moyen risque, ou risque intermédiaire. Si vos dédimères sont positifs, vous êtes parti pour le scanner pour éliminer votre embolie. Encore une nouveauté, là c'est nouveauté de ces recommandations. Un ABAC pour la prise en charge diagnostique des embolies pulmonaires chez la femme enceinte et la phase en postpartum. Une radio, c'est très peu irradiant et ça permet d'éliminer les diagnostics différentiels. Ce n'est pas la peine de faire un scanner irradiant pour faire un diagnostic de pneumothorax. Elle va avoir les mêmes symptômes que l'embolie pulmonaire, mais finalement, ça pourra se régler autrement. Ensuite, deuxième examen non irradiant, on fait une compression veineuse, on recherche une phlébite. Et dans ces recommandations, si votre phlébite est là, vous vous arrêtez là. Vous anticoagulez votre patiente, point. Il n'y a pas besoin d'aller au scanner. Vous la traiterez comme si elle avait une embolie pulmonaire, elle a une phlébite profonde. Si ces examens sont, j'ai oublié de vous dire, vous faites les dédimères tout en haut. Vous faites les dédimères même chez la femme enceinte. Ils sont négatifs, vous êtes tranquille. Ils sont positifs, vous partez dans le schéma. Si vous avez une radio normale et pas de thrombose veineuse profonde, à ce moment-là, vous faites un scanner avec irradiation minimum pour éliminer l'embolie pulmonaire. On n'a pas la ventilation perfusion ici disponible. Embolie pulmonaire, le traitement. Les AOD sont en première intention, pas de discussion. Plus d'AVK, plus de trucs, plus de machin. Je ne vous parle pas de l'embolie pulmonaire avec état de choc. Là, ça sort, on est en hospitalier grave, ça, c'est pas l'objet de mon topo. On est en consultation. Donc, les AOD sont en première intention, sauf évidemment la grossesse, elle est contre-indiquée, on met les HBPM, sauf évidemment si vous avez un SAPL, sauf évidemment si vous avez une insuffisance rénale terminale. Les AOD, jusqu'à 30, on est tranquille. 30 de clairance. On peut mettre des AOD, même dans le cadre du cancer. Avant, on disait cancer égale HBPM. Aujourd'hui, on dit cancer égale AOD, sauf si cancer gastro-duodénal. Alors, vous savez, il y a cette petite alarme au niveau des AOD. Toutes les grandes études ont sorti quand même une petite majoration des saignements digestifs. Et c'est un peu le point fort. Donc, quand vous avez des patients à haut risque hémorragique sous AOD, vous les protégez avec des IPP. Et donc, un patient qui doit être anticoagulé, on évite chez le patient cancéreux atteint d'un cancer digestif gastrique, on évite les AOD, on le laisse sous HBPM. Mais pour les autres, on leur évite la piqûre tous les jours. La durée, là on sort un petit peu on est absolument sûr. La durée c'est plus technique, chaque recommandation donne une nouvelle durée. Vous avez une cause aiguë réversible, vous pouvez vous contenter de faire 3 mois d'anticoagulation et puis vous pouvez arrêter. Vous n'avez aucune cause
embolie pulmonaire idiopathique, comme on disait, là vous êtes un peu emmerdé, vous avez envie de prolonger l'anticoagulation parce que vous n'avez pas de substrat pour expliquer cette embolie pulmonaire. Et donc il y a quand même quelques cas qui nécessitent une discussion un peu pluridisciplinaire pour essayer de trouver, pas la dose, mais en tout cas le timing idéal de l'arrêt des anticoagulations. Si vous avez des embolies pulmonaires ou des thromboses phlébites récidivantes, c'est sûr vous allez mettre une anticoagulation au long cours. Pareil pour le SAPL avec un au long cours. En revanche, pour les embolies pulmonaires et les thromboses veineuses profondes, après 6 mois, on a tendance à faire des demi-doses prolongées, c'est-à-dire que si on anticoagule au long cours, on peut se permettre de mettre des demi-doses d'AOD. Et puis on a une protection qui est satisfaisante pour un risque qui est diminué. C'est tout.